Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à 28 minutes samedi. Je suis ravi de vous retrouver avec ce soir un écrivain, Jean Hatzfeld. Jean Hatzfeld, sa vie a pris un nouveau tour depuis qu'il s'est penché sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a consacré plusieurs ouvrages et encore le dernier dont on va parler ce soir, avec toujours ce même souci de confesser tous les acteurs de ce drame. Et puis on va aussi se pencher bien sûr sur l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. Notre premier dossier porte sur la reprise du dialogue entre l'Union européenne et la Turquie. Mardi, le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se sont rendus à Ankara pour rencontrer Recep Erdogan. Le président turc a cessé d'agresser Emmanuel Macron, baissé d'un ton envers l'Europe. Il tend la main à Bruxelles en vue de nouvelles coopérations, mais au même moment, le régime aggrave la répression contre ses opposants. Alors, Erdogan est-il un partenaire fiable? L'Europe peut-elle vraiment s'entendre avec un État qui bafoue ses valeurs? Puis nous nous pencherons sur le débat sur l'euthanasie relancé en France par une proposition de loi. L'obstruction de ses opposants a empêché les députés de se prononcer. Mais ce sujet, qui dépasse les clivages politiques et touche aux convictions intimes de chacun, prend de l'ampleur dans la société. De plus en plus de familles sont confrontées à la difficile gestion de la fin de vie de leurs proches. Alors faut-il améliorer la mise en œuvre de la loi actuelle qui propose la sédation profonde ou doit-on légaliser l'euthanasie? On en débattra. Enfin, nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec Marie Bonisseau qui nous dévoilera sa photo de la semaine. Et pour ce petit tour de l'actualité, on retrouve Hélène Roussel, bien sûr. Mais oui, bonsoir Renaud. Quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue à vous et bienvenue à vous aussi, bien sûr. Jean-Mathieu, à vous, à votre cravate et à tout le reste. Et sinon, on ne me reconnaît pas. Là, on vous reconnaît, rassurez-vous. Ah, c'est vrai, merci. Bonsoir Jean Hatzfeld. Bonsoir. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes ancien journaliste, ancien reporter de guerre et écrivain, bien sûr. Voici votre dernier ouvrage, Là où tout se tait, aux éditions Gallimard. Alors, tout au long de votre carrière de journaliste, de reporter de guerre, vous en avez couvert des conflits au Congo, dans l'ex-Yougoslavie, au Proche-Orient notamment. Et puis, le Rwanda a suscité chez vous un attrait, une attirance particulière. Vous y avez consacré, c'est votre 6e livre consacré au génocide des Tutsis au Rwanda. Pourquoi est-ce que ce sujet-là vous a aimanté, fasciné à ce point-là? Pourquoi le Rwanda? Pour une raison simple, c'est qu'il ne s'agissait pas de guerre, mais de génocide. Donc c'était un autre événement. Une autre raison est que j'ai cru que c'était une guerre et que ce n'était pas une guerre, donc je me suis trompé. Donc l'idée de départ de toute cette petite aventure, c'est quand même une erreur de journaliste, une erreur collective, parce que je l'ai partagée avec à peu près tout le monde. On n'a pas su affronter cet événement, on n'a pas su disséquer et comprendre, parce qu'on avait trop l'habitude certainement des comportements de guerre qui sont très différents. Donc il y a ce malaise que j'éprouve en retour du Rwanda, d'être passé à côté de quelque chose. Alors c'est quelque chose à côté de quoi je parle, c'est que, si vous voulez, quand on est à la guerre, on est en face de gens qui ont envie de parler, surtout les victimes. Elles ont envie d'accuser, elles ont envie de rouspéter, elles ont envie de dénoncer, elles ont envie de réclamer, elles ont envie de pleurer. C'est des gens, tout simplement, parce que c'est des gens qui préparent l'avenir. Donc c'est des gens, quand on se trouve en face de victimes, de rescapés au lendemain des génocides, on est en face de gens qui se taisent et qui se retirent de l'histoire. Et justement, depuis, au fil de vos ouvrages et encore dans ce dernier livre-là, Jean Hatzfeld, vous vous employez à les faire parler, justement, à les confesser en quelque sorte. On va le voir tout de suite à travers votre portrait. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet et il est lu par Sandrine Le Calvez. Mon cher Jean Hatzfeld, Nyamata, joli nom pour un charnier. Il y a des collines, des forêts, des marais. Vous ajoutez des fantômes, des morts, des tueurs, des rescapés. Mais n'anticipons pas. Naissance à Madagascar en 1949, 4e enfant d'une fratrie de 8, planqué dans le peloton. Votre père, prof, et votre mère, infirmière, ont pris le premier bateau à la Libération après la traque des Juifs au Chambon-sur-Lignon. Enfance de fleurs, de frères et de sœurs, résumez-vous. À 7 ans, retour en Auvergne, hiver rugueux, été caniculaire. 18 ans, l'appel du large, direction Kaboul pour faire la route, puis Grenoble pour faire la révolution. Maoïste, vous travaillez en usine, écoutez les Stones en cachette. Il est l'heure de monter à Paris, comme on dit, au sud de la Loire. Un ami vous adresse au journal Libération à peine créé. Vous proposez de lancer une rubrique sport, banco, plaisir du romanesque, des histoires. Libé a besoin de reporters tout-terrain. Vous aimez quand l'événement vous dépasse,
Vous allez adorer la guerre. On s'attache à une guerre sans l'aimer pour autant. C'est-à-dire, je n'aime pas la guerre. Et j'allais dire qu'on a la chance de pouvoir en connaître une. On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas y résister. En 82, à Beyrouth, un obus tombe à vos pieds. Vous êtes couvert de terre. Je comprends que ça va être mon truc. Du Moyen-Orient à l'ex-Yougoslavie, d'un circuit moto à un stade olympique, vous attendez l'inattendu. En 1992, à Sarajevo, il se manifeste sous les dehors d'une rafale de Kalachnikov qui vous laisse la jambe en miettes. Ça m'a rendu gentil. C'est une autre guerre qui vous donne rendez-vous au Rwanda. J'avais déjà été journaliste de guerre à de nombreuses années. Et là, je touche l'extermination. Pour la comprendre, vous allez devoir quitter vos habits de journaliste, vos grilles de lecture, écouter l'indicible, prendre le temps. Cette histoire-là ne vous quittera pas. Vous le savez, mon cher Jean, il vous faudra retourner à Nyamata. Alors, écouter l'indicible, prendre le temps, c'est ce que vous faites sur l'histoire du génocide rwandais, du génocide des Tutsis depuis déjà de nombreuses années, avec plusieurs ouvrages au fil desquels vous avez écouté, confessé les victimes, les rescapés, leurs enfants, les bourreaux aussi. Et dans ce livre-là, Là où tout se tait, vous donnez la parole aux justes, c'est-à-dire à ces Hutus qui ont sauvé quelques Tutsis, qui ont essayé de sauver quelques Tutsis. Là où tout se tait, ça vient d'un vers d'Apollinaire. Il s'agit de la contrée de la bonté. Voilà, là où tout nous se allons tait. explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait. C'est pour ça que vous vouliez donner la parole aux justes. C'est une façon de donner la parole justement à la bonté dans cette horreur du génocide. Exactement. Je trouvais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit on a assisté à la lutte du mal contre le bien et le mal a gagné, sans fioriture. Et moi, j'ai trouvé que ce n'était pas bien de ne pas dire que le bien avait lutté quand même. Il avait perdu, mais il avait lutté quand même. Il y a eu quand même de la bonté, il y a eu de la gentillesse, il y a eu du courage. S'il a été très minime, ça ne concerne que quelques personnes. La moitié sont mortes immédiatement à cause de cela, mais elles avaient besoin de vivre. Et ce qui m'a beaucoup intrigué aussi et qui explique pourquoi j'ai mis aussi longtemps pour travailler sur ce sujet, c'est que ces personnes sont entourées de silence, de méfiance, elles gênent tout le monde. Elles ne sont pas du tout honorées, elles ne sont pas du tout glorifiées, elles ne sont pas du tout remerciées. C'est des gens qui gênent tout le monde. Elles sont dans les deux communautés, Hutu et Tutsi, elles sont rejetées. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le silence, ce n'est pas seulement le silence des rescapés, ce n'est pas seulement le silence des tueurs qu'on comprend bien, aussi, de ne pas vouloir avouer ce qu'il a fait, mais c'est aussi le silence des gens qui ont sauvé. Et ça, on se dit, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Il y a une histoire très très forte dans votre livre, c'est celle notamment d'Eustache et Edith. Alors lui est Hutu, elle est Tutsi, il va la cacher avec les enfants pendant tout le génocide. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots leur histoire? Est-ce que c'est une exception dans ce génocide où on a tué son voisin, son professeur, son père? C'est une exception parce que moi, en 20 ans, j'ai trouvé que 10 personnes. Donc c'est quand même très peu. Et sur les 10, il y en a quand même 3 ou 4 qui sont mortes. Donc il n'y en a quand même pas beaucoup. Il faut savoir que ce n'est pas une histoire de tempérament ou quelque chose d'intellectuel. C'est l'explosivité de la violence du génocide était telle. On n'a jamais tué aussi vite, aussi efficacement dans l'histoire de l'humanité, à part les bombes atomiques d'Hiroshima. 800 000 morts en 3 mois, il faut le rappeler. 800 000 morts en 3 mois. Dans mon village de Nyamata, il y a 50 000 morts sur 59 000 personnes, et ça en 7 semaines. Donc ça n'a pas laissé le temps à des réseaux, à des connivences, à des gens qui peuvent hésiter, parce qu'on peut hésiter avant de risquer sa vie, à des gens qui s'organisent, etc. Ça n'a pas laissé le temps à ça. Ceux qui se sont opposés sont morts à peu près... Donc ça, pour revenir à Eustache et Edith, que j'aime beaucoup, c'est une très très belle histoire. Effectivement, c'est une histoire très très extraordinaire parce que cet Eustache, qui est donc un postier Hutu, il va sauver non seulement son épouse, mais toute sa belle famille, et il va le faire au centre de Nyamata. Donc il va être entouré toute la journée de gens qui reviennent de tueries ou qu'on tué et qui passent devant ses fenêtres en criant « c'est bientôt ta femme », etc. Et il y a dans sa parcelle quand même, c'est-à-dire dans son jardin, une fosse septique où on enterre tous les morts de la journée, en laissant même tomber souvent des vivants, parce qu'on a un peu... souvent on laisse tomber les enfants vivants dans les fosses. Et donc ils vont vivre avec ça. Et il ne va pas
il ne va pas céder. Parce qu'il faut savoir aussi que parmi la méfiance qu'il peut y avoir par rapport au juste, il y en a qui ont fait les deux, qui ont tué et sauvé. Et donc lui, même Edith lui dit à un moment donné que quand elle voyait son Eustache partir au village, parce qu'il avait le droit de partir, elle se demandait toujours dans quel état d'esprit il allait revenir. Mais enfin, il n'a pas cédé, il l'a fait. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'après Eustache, au moment où le FPR arrive et où tout le monde s'en va au Congo, enfin toute la communauté Hutu de Nyamata s'en va au Congo, il s'enfuit aussi parce qu'il a peur d'être pris comme un... Donc il s'enfuit. Et c'est sa femme qui va après traverser tout le pays sans un baluchon de rechange pour retrouver son Eustache et le ramener en le tirant par l'oreille pour le ramener à la maison. Ça, c'est extraordinaire. Alors, justement, à propos de ce génocide, il y a eu ces derniers jours un rapport, ce qui est le rapport Duclerc, qui pointe la responsabilité tout de même lourde et accablante, dit-il, de l'État français, du gouvernement français. Est-ce que pour vous, ce sont des choses qui peuvent arranger, est-ce qu'il faut aller aussi loin, justement, là-dedans, dans cette recherche, finalement, des responsables ? Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je trouve que ce rapport, quand on le lit, on s'aperçoit qu'en fait, ils ouvrent une porte plus qu'autre chose. Ils disent, dans l'état actuel des choses, on a eu ça, mais il manque encore beaucoup d'archives. Il manque les archives de l'état-major mitterrandien, militaire mitterrandien. Il pointe clairement comme la responsabilité de François Mitterrand et de ses plus proches et de son chef d'état-major. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est nouveau, ça. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a des choses extraordinaires, parce que quand même, les mots sont extrêmement durs. Quand on parle d'aveuglement permanent, un soutien raciste, c'est quand même des mots forts. Enfin, je veux dire, c'est un rapport de gens qui ont travaillé et qui nous disent entre les lignes que le travail n'est pas fini. Parce qu'ils disent les archives de l'ambassade de Kigali sont détruites, celles de l'état-major mitterrandien sont militaires, celles du fils sont... Donc il y a beaucoup d'archives. Du fils de François Mitterrand. Donc il y a encore beaucoup d'archives, il y a beaucoup de travail à faire qui peuvent poser la question de la complicité. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, le rapport dit nous n'avons pas les éléments de preuve suffisants d'une complicité, mais nous n'avons pas eu accès à toutes les archives. Alors, est-ce que d'autres historiens ou journalistes, parce que pour l'instant, c'est les journalistes qui sont les plus actifs, est-ce que d'autres journalistes vont arriver à percer ces archives ou aller voir du côté des archives rwandaises, qui existent aussi, et aller. Donc, je pense qu'on n'est on n'est qu'au début. C'est un premier pas important, effectivement, une complicité très important. De génocide. Et il faut se souvenir que c'est évidemment cette accusation-là qui plane, que le rapport, à l'heure qu'il est, ne retient pas dans l'attente de l'ouverture d'autres archives. On va quitter le Rwanda un instant, Jean Hatzfeld, parce qu'on a une archive à vous montrer. C'est une archive qui vous ramène à vos débuts, au début de votre carrière de journaliste, et plus particulièrement de journaliste sportif, parce qu'il s'agit du plus grand boxeur de tous les temps, Hélène. Oui, Mohamed Ali, évidemment, qui redevient champion du monde des poids lourds après sa victoire mythique par KO sur George Foreman. 1er novembre 1974, Mohamed Ali raconte son combat. Je vous propose de le regarder. Kinshasa. C'est un mauvais perdant. Because I beat him every round. Je l'ai battu à chaque round. I bruised his face, cut his face. Je lui ai squinté le visage, j'ai coupé son visage. He was so tired he couldn't stand up. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas rester debout. If he had made the count, I would have surely knocked him down again. S'il s'était relevé avant le compte, je l'aurais encore mis KO et descendu. Qui est le roi? Je suis le roi. Je suis le roi du monde. I'm the king of the world. You have everything now. You can retire. Vous avez tout. Vous pouvez vous retirer maintenant. I'm not free. Je ne suis pas libre. J'ai beaucoup à faire pour aider 4 millions de Noirs musulmans qui ne sont pas encore américains libres et qui n'ont pas réussi à avoir l'égalité, la sécurité et l'indépendance. Jean Hatzfeld, vous qui avez convaincu Serge July au milieu des années 70 qu'il fallait créer un service des sports au journal Libération, parce que le sport, dites-vous, c'est beaucoup de mythologie avec ses héros, avec ses trahisons. La boxe est même sans doute la pratique la plus littéraire, selon vous, avec les affrontements, la gloire, la déchéance. Mohamed Ali, si on vous suit bien, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait et c'est un exemple unique. C'est un héros extraordinaire. J'ai eu la chance de le connaître. Mais après sa carrière, et je l'ai vu dans un jardin comme ça, c'était
dans le Nevada à Las Vegas, avant un combat d'un autre. Il est arrivé, il avait un costume blanc, il avait déjà la maladie de Parkinson un peu, donc il était très ralenti. Je me suis approché, j'ai dit, je peux vous serrer la main? Il m'a dit, bien sûr. Et je ne me suis pas lavé la main pendant 2 jours. Et c'est un personnage extraordinaire, parce que c'est un très, très, très grand boxeur. C'est un personnage d'histoire, il a une histoire extraordinaire. C'est un vrai conteur, c'est un vrai engagement. C'est quand même ce qu'il a fait quand même extraordinaire, de renoncer à ses titres, de risquer la prison, etc., pour ses idées. C'est quand même, les sportifs souvent signent des pétitions ou vous mettez comme ça, mais lui, il va jusqu'au bout de quelque chose. Et c'est en plus quelqu'un qui invente quelque chose dans la boxe. C'est toujours aussi important que dans sa discipline, on invente quelque chose et on laisse aussi une marque technique de son sport, quoi. Un inventeur et un mythe. Vous en avez fait des belles rencontres, Jean Hatzfeld. Vous restez avec nous, bien sûr, parce que maintenant, vous allez voir, on va partir pour un petit tour de l'actualité. Et comme chaque samedi, on va commencer par prendre le sillage de Gaël Legras. Il nous emmène voir ailleurs ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Et ce soir, on part pour l'Irlande du Nord, qui fait face à des émeutes depuis plusieurs jours. Les unionistes attachés à la couronne britannique se sentent trahis par l'accord sur le Brexit. 23 ans après l'accord de paix qui a mis fin au conflit sanglant en Irlande du Nord, plus de 3500 morts, la menace d'une reprise des hostilités commence-t-elle à planer? There have been unanimous calls for an immediate end to violence in the north after the PSNI described last night's rioting in Belfast as on a scale not seen for years. Pourquoi ces partisans de la couronne britannique ont-ils laissé libre cours à cette violence? Tout d'abord, en juin dernier, en pleine période de restrictions liées à la pandémie, plus de 2000 personnes, dont de nombreux membres du Sinn Féin, le parti républicain, ont assisté aux funérailles d'un ancien dirigeant de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Et les explications de la vice-première ministre du gouvernement, Michelle O'Neill, ont moyennement été appréciées. De surcroît, la semaine dernière, le parquet a abandonné les poursuites contre O'Neill et les dirigeants du Sinn Féin, suscitant un sentiment d'injustice chez les loyalistes. Mais ce n'est pas tout. Comme le précise The Irish Examiner, la colère gronde depuis la signature du protocole d'Irlande du Nord sur le Brexit. Ce protocole en vigueur depuis le 1er janvier a créé une frontière maritime entre l'île irlandaise et l'île britannique. Pour le New Statesman, le contrôle des marchandises entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni est un affront au sentiment d'identité des loyalistes. Pour le politologue Jonathan Tonge, ce protocole est donc une erreur. I think people underestimated the extent of loyalist anger, and the price of that lack of thinking has been fairly graphically evident over the last few nights in Northern Ireland. Les manifestants sont âgés de 13 à 25 ans, ce qui inquiète le patron du syndicat de la police. The Guardian parle d'un climat politique radioactif. The Telegraph précise qu'il en faut peu pour raviver les griefs sectaires en Irlande du Nord et pour que des éléments criminels les exploitent. Oui, il s'avère apparemment urgent de donner tort à l'écrivain britannique Brian Aldiss. Contrairement à la vertu, la violence survit longtemps à ceux qui l'ont manifestée. Merci Gaël Legras. On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Pour cela, nous recevons du renfort, du sang frais en quelque sorte. Bonsoir Thomaïs Papaioannou. Bienvenue à vous. Vous êtes correspondante bien sûr pour la télévision publique grecque, ERT. Et à vos côtés, Richard Verly. Bonsoir Richard, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Et tout de suite, notre premier sujet d'actualité, Hélène, eh bien, c'est cette amorce d'un nouveau dialogue entre l'Union européenne et la Turquie. Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, reçus mardi dernier dans le palais présidentiel d'Erdogan à Ankara. Il faut dire que la Turquie, victime des sanctions américaines, et puis avec une économie qui bat de l'aile, a plus que jamais besoin de recoller les morceaux. En face, l'Europe, elle est toujours dépendante de la Turquie sur la question des migrants. Alors, est-ce que ce dialogue peut être constructif, Thomaïs Papaioannou, ou est-ce qu'on peut vraiment encore faire confiance à Erdogan? Non, il ne faut bien sûr pas faire confiance parce qu'il joue selon l'échiquier diplomatique. Et actuellement, il joue la montre parce qu'il attend la réaction américaine. Et Biden n'a pas encore téléphoné à Erdogan. Et donc ça stresse énormément les Turcs parce que vraiment, c'est lui qui gère la situation, qui domine la situation en Méditerranée orientale. Et ailleurs, ce sont les États-Unis. Donc non, il ne faut pas faire confiance du tout à Erdogan et surtout pas
les Européens ne doivent jamais faire confiance à Erdogan, mais malheureusement, il joue toujours la naïveté avec Erdogan, et ça se paye, même avec cette photo, ça se paye, parce qu'il a bien maîtrisé la visite. Hein. Il a humilié quelque part les Européens, envoyé un message comme quoi, voilà. Richard Verly, en même temps, la Turquie et Erdogan ont besoin de l'aide européenne, notamment sur le dossier des migrants, sur le dossier des réfugiés. Est-ce que là, il n'y a pas la nécessité de nouer un partenariat économique avec justement des contreparties aussi financières? Est-ce que ce n'est pas ça, ce sujet-là, qui contribue à contraindre les deux parties à se parler? Alors moi, en fait, je renverserai les choses. Je pense que c'est l'Europe qui a besoin de la Turquie, incontestablement. Vous voyez bien la situation actuelle sanitaire, les difficultés dans lesquelles se trouve l'Union européenne. Vous imaginez que se passerait-il, même si les frontières sont fermées, si une nouvelle vague de migrants arrivait dans les îles grecques? Donc l'obsession, en plus de l'Union européenne, à la veille d'un été qui, on l'espère, marquera la fin de la crise des vaccins, c'est de ne pas se voir, en quelque sorte, confronté à une nouvelle crise migratoire. Alors je note qu'on n'a pas montré les images de ces fameuses chaises et de ces difficultés, mais on va y revenir dans un instant. C'est très symbolique. C'est très symbolique parce que ça prouve que, quoi qu'on tente, aujourd'hui, l'Europe et la Turquie ne parviennent plus à se parler correctement. Alors, en tout cas, pendant que l'Europe et la Turquie recommencent à se parler, même maladroitement, même avec de lourdes difficultés, pendant ce temps-là, Erdogan, Jean-Mathieu, il aggrave la répression contre ses opposants. Et oui, pas de pitié pour les putschistes. Alors, ça pourrait être un titre de film de série B. C'est la réalité en Turquie, puisque mercredi, un tribunal d'Ankara a condamné 32 ex-militaires à de la prison à vie, accusés d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Erdogan lui-même. Alors c'était un procès monstre où étaient jugées 497 personnes. La plupart sont d'anciens militaires. Il y a même la plupart aussi servaient dans la garde présidentielle. Alors ce n'est pas la première fois qu'une action en justice de la sorte est engagée en Turquie. En fait, depuis 5 ans, c'est pas moins de 290 procès en lien avec la tentative de putsch. Les tribunaux ont à ce jour condamné plus de 4500 personnes, infligeant de la prison à vie à 3000 carrément personnes, selon les chiffres officiels. Alors cet épisode de l'histoire récente de la Turquie a vraiment marqué la population turque. Les 15 et 16 juillet 2016, des militaires tentent de s'emparer du pouvoir. Les bombardements font alors 68 morts, il y a 200 blessés et s'ensuivent bien sûr des purges dans l'administration, dans les casernes, et ça permet surtout au président turc d'étendre son pouvoir, parce que depuis, en fait, c'est une autre histoire qui s'écrit en Turquie, une nouvelle page du roman national dans lequel le président turc a tout simplement sauvé la nation des putschistes. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, il aurait permis la sauvegarde de la patrie, mais pas tout seul, attention, parce qu'il a qualifié l'échec de ce putsch comme un don de Dieu, voilà, tout simplement, lui permettant de mettre l'appareil étatique à sa botte, donc sympa du coup de main de la part de Dieu pour Erdogan. Mais c'est vrai, Jean Aspel, est-ce que les dérives du pouvoir turc, finalement, on se pose tous la question, est-ce que c'est compatible avec les valeurs de l'Union européenne? Certainement pas. Elles nous font penser, mis à part l'appel à Dieu, à ce qui s'était passé en Union soviétique en 1933-1937, c'est-à-dire que c'est des purges sans limite, et des purges irrationnelles, puisque plus personne ne peut croire à ce complot. Enfin, on peut croire dans les premiers mois, mais après, on n'y croit plus. Ça va être une succession de vagues de répression qui vont avoir pour but de semer une terreur et de diviser la population. Donc, on peut absolument pas avoir confiance en quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai ce que disait notre confrère, qu'il a un moyen de chantage extraordinaire avec l'immigration. 4 millions de Syriens. Les camps de réfugiés, c'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance très fort. Et cet épisode qu'évoquait Richard Verly à l'instant aussi, Thomas Papaioannou, ce qu'on a appelé le Sofagate, donc le fait qu'il n'y ait pas de chaise pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et qu'on voit simplement 2 hommes, le président du Conseil européen, Charles Michel, et Erdogan assis. C'était quoi? C'était une humiliation aussi pour l'Europe, y compris d'ailleurs dans l'absence de réaction des représentants, et d'abord de Charles Michel, des représentants de l'Union européenne. C'est une humiliation pour l'Europe qui sert en quelque sorte de paillasson à la puissance d'Erdogan. Alors, c'est une photo 1000 mots. Erdogan connaît la rivalité entre von der Leyen. Merci beaucoup. Elle a assez difficile
Ursula von der Leyen, Voilà. la présidente de la Commission européenne. Et Il joue Charles des Michel, divisions internes à l'Europe. Charles Michel, il ne s'aime pas trop. Donc déjà, commençons par ça, il connaît ça. Et ensuite, il y a un décalage entre ce qu'ils disent les Européens pour se défendre, c'est-à-dire ils disaient mais c'est les protocoles turcs, et les Turcs disent c'est les protocoles européens. Déjà, commençons, on montre dans quel état nous sommes tous. Et ensuite, il veut s'asseoir. Personne ne prend l'Europe au sérieux. Il y a eu une humiliation de Borrell, le ministre européen des Affaires étrangères à Moscou, auprès de Lavrov. Lavrov, devant lui, il a dénigré complètement l'Europe, il a expulsé des diplomates européens. C'est lié aussi à ces divisions que vous évoquiez, c'est-à-dire à cette complexité aussi des institutions européennes. On ne sait pas trop qui parle pour qui et qui représente quoi. Honnêtement, l'Europe n'est pas un pays, donc son poids, ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre de décision. La Commission ne prend jamais de décision, elle suggère, mais elle ne décide pas. Donc déjà, commençons par ça. Leur visite ne sert presque à rien, dans le fond, vu que finalement, Erdogan parle d'un homme d'État à un homme d'État, comme ce sera Macron ou ce sera Merkel. Mais eux, ils ne font pas le poids. Et ils profitent pour montrer le ridicule de l'Europe, quelque part, pas auprès des Européens, non, auprès de leur propre peuple. D'un mot, vous tiquez, Richard Verdi ? Un mot. Oui, parce que c'est une situation qu'en fait, Charles Michel, puisque c'est lui qui a été assis sur le fauteuil, aurait très bien pu renverser. S'il s'était arrêté et qu'il avait dit amener un deuxième fauteuil, il y a un problème de protocole, il gagnait la partie sur le plan diplomatique. Donc très franchement, là, les Européens doivent d'abord s'en prendre à eux-mêmes. C'est bien la preuve que, oui, là, quand l'Europe est silencieuse... Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Europe est en situation de faiblesse. Attention, et là, l'illustration était méchante pour l'Europe, mais encore une fois, vous savez, la politique, c'est quand même des hommes et des femmes qui, à des moments, prennent des décisions. Là, très clairement, Charles Michel a pris une très mauvaise décision. Je suis tout à fait d'accord. Je trouvais extraordinaire qu'il ait accepté de s'asseoir en face. Enfin, non, même von der Leyen qui a accepté de ne pas quitter tout de suite les lieux, de dire non là. Si vous en tout cas, l'Europe, une fois de plus, n'a pas fait front commun et n'a pas réagi. Il est temps maintenant de s'attaquer à l'actualité en images avec le Vu cette semaine qui nous emmène dans un pays qui a récemment quitté l'Union européenne, le Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson se félicite de la vitesse de la campagne vaccinale. Mardi, il s'est rendu dans le nord du pays pour visiter une usine qui produit le vaccin AstraZeneca. Merci AstraZeneca. Tout ceci, évidemment, fait partie de notre stratégie à long terme de lutte contre le cancer, en utilisant les vaccins comme une nouvelle arme dans notre combat contre le cancer, mais aussi notre volonté de faire du Royaume-Uni une superpuissance scientifique. Alors Bojo se fait donc VRP d'un vaccin made in UK, ou plutôt anglo-suédois d'ailleurs, pour défendre un groupe pharmaceutique dans la tourmente. Mercredi, l'Agence européenne du médicament a rendu un nouveau rapport qui reconnaît un lien entre l'injection de ce vaccin et la formation de rarissimes caillots sanguins, quelques dizaines de cas sur près de 30 millions d'injections. Mais au vu de ce risque minime, l'agence continue donc de prescrire ce vaccin. Mais comment restaurer la confiance de l'opinion européenne dans ce produit AstraZeneca, Thomaïs? Moi, j'ai lu qu'en France, il y a 71% des Français qui ne font pas confiance. Et je pense que c'est plus ou moins l'équivalent en Europe. En Grèce aussi, ils se désistent. Ils ne se font pas vacciner par AstraZeneca parce que, justement, il y a eu trop de sagas dans cette histoire-là, trop d'épisodes. Il y a la même défiance en Grèce. La même défiance. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que partout, il doit y avoir un problème. Mais on peut s'en passer, Richard Verdi, de l'AstraZeneca, vraiment, dans la campagne vaccinale. On voit l'Allemagne là, qui est en train de réfléchir quand même au Sputnik V, donc au vaccin russe. On ne va pas manquer de doses à un moment quand même ? Je pense qu'on ne peut pas s'en passer si véritablement l'objectif des gouvernements européens, c'est de libérer en quelque sorte les populations avant l'été. Ce qui est, Angela Merkel l'a dit clairement. AstraZeneca est absolument indispensable et franchement, si on doit se retourner vers le vaccin Sputnik, ça aura d'autres conséquences. Encore une fois, est-ce que là, on ne pousse pas, je dirais, au maximum le principe de précaution? J'avoue que je m'interroge. C'est normal que les gens aient peur, mais très franchement, vu la situation dans laquelle on est, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Je peux comprendre que les politiques s'en tiennent à ce vaccin. Juste une chose, là on parle aussi, maintenant on rajoute au mot nationalisme le côté nationalisme vaccinal. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi, ce réveil derrière le vaccin, c'est une arme diplomatique, politique ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a de toute façon une peur qui est assez irrationnelle. Parce que quand on regarde les chiffres, ils sont dérisoires. Il y a 20 morts pour 20 millions de vaccinés. Paradoxalement, c'est cette transparence qui d'ailleurs semble contribuer à alimenter la peur. Voilà. Il y a un vrai effort de transparence. Donc il y a quelque chose d'autre qui est lié certainement au confinement, qui est lié à des incertitudes économiques qui sont sous-jacentes, qui sont liées à des nationalismes, à la peur de différentes voies. Mais je veux dire, c'est pas rationnel.
naturelle, cette peur. Je veux dire, il y a, dans tous les actes médicaux, il y a des pertes, il y a des accidents, et 20 morts sur 20 millions, c'est rien du tout. Enfin, Et puis le fait qu'il y a le choix, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on laisse croire qu'il y a le choix entre Pfizer d'un côté, AstraZeneca, Moderna. Donc bien évidemment, vous voulez toujours le meilleur, en quelque sorte. Mais c'est pas la question. Alors, on va maintenant passer à notre deuxième sujet d'actualité, Hélène, et c'est la question de l'euthanasie, un débat qui a été relancé en France cette semaine. Oui, sujet tabou et mort-né. Pas de surprise, la proposition de loi sur l'euthanasie examinée en un jour à l'Assemblée jeudi dernier n'a pas pu être bouclée. Trop d'amendements, pas assez de temps. Les députés ont malgré tout approuvé l'article sur l'assistance médicalisée active à mourir. Olivier Fahlorny, à l'origine de ce texte, a salué un message fort. Mais nous, alors on est en France en plein débat. En Suisse, vous êtes avec le suicide assisté, Richard Verly. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe d'une manière apparemment, je dirais, très satisfaisante tant au regard des autorités que de la population. Vous dites, est-ce qu'il y a des dérives? On n'en a pas constaté. C'est très encadré, puisque dans des cantons, alors je prendrai l'exemple du canton de Zurich, parce que les législations cantonales diffèrent. Donc la possibilité d'avoir un suicide assisté n'est pas identique, et dans certains cantons, vous ne pouvez même pas l'avoir. Mais à Zurich, c'est encadré par des associations spécialisées qui prennent en charge les demandeurs de fin de vie, qui les accompagnent bien avant la décision de passer à l'acte. Il y a des choses qui peuvent paraître choquantes. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être atteint d'une maladie, je dirais, incurable. Vous pouvez simplement arguer du fait que vous êtes en fin de vie et que vous souhaitez partir. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'en Suisse, il y a un consensus qui s'est établi, que les choses se font de manière raisonnable. Ce qui peut aussi choquer, c'est que des étrangers viennent en Suisse pour la fin de vie. Une ancienne secrétaire d'État de Lionel Jospin, Paulette Guinchard. Absolument. Donc là, on peut se poser des questions, mais il me semble que dans l'opinion publique, c'est désormais accepté et que je n'ai pas eu récemment de mention de dérive ou autre. Est-ce que ce n'est pas une voie quand même à regarder de plus près? Parce qu'on sait que pour une certaine catégorie de gens et de personnes très âgées, la fin de vie, disons, honorable, en quelque sorte, est un souhait, tout simplement. En France, en tout cas, la proposition de loi qui a été évoquée cette semaine, elle portait, elle, uniquement sur des maladies incurables, et causant une souffrance physique ou psychique insupportable. Thomaïs Papaioannou, la législation grecque n'a rien à voir avec la législation suisse. C'est exactement l'inverse. L'opposé. C'est exactement l'opposé. L'euthanasie n'est pas acceptée sur quelconque forme, mais je pense que ça doit être c'est le poids de l'Église orthodoxe, très conservatrice, elle ne va jamais lâcher, elle ne va jamais accepter, et comme elle est très présente dans la société, je pense que... Il y a un débat quand même en Grèce ou pas? Oui, il y a toujours un débat. Et en fait, ils sont impressionnés chaque fois. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait un sujet sur la loi. J'ai présenté la loi aux Grecs, en expliquant les modalités, et même les journalistes, les présentateurs étaient impressionnés, ils disent « vous allez très loin dans les propositions ». C'est pour vous dire. Alors cette proposition de loi donc, qui a été présentée jeudi à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas été votée finalement, elle a évidemment suscité des débats et des divisions dans tous les groupes, Hélène. Y compris au sein même de la majorité, comme avec cette députée de La République En Marche, Liliana Tanguy, qui elle est clairement contre. Je vous propose de la regarder. Dans notre démocratie, on ne donne pas la mort. Le droit à la vie est inscrit dans notre droit français. Et légaliser l'assistance active à mourir, c'est transgresser l'interdit de tuer dans notre société. Cette transgression de la mort donnée est un pas que je ne peux pas franchir, car en conscience, en tant que législateur, je n'assume pas de donner la permission à autrui de donner la mort. Alors c'est le même argument qu'on entend dans la bouche de Jean Leonetti ou encore de Robert Badinter et même de certains médecins qui vont refuser, disent-ils, de pratiquer cet acte. Est-ce que finalement, donner la mort, ce n'est pas franchir une ligne rouge, Jean Hatzfeld? C'est une question éthique en tout cas. Voilà, et qui change quand on est confronté soi-même à cette situation. On peut avoir des principes, on peut avoir des certitudes et des pensées philosophiques, et à un moment donné, on est confronté à ça, parce qu'il y a un parent ou il y a un proche, etc. Et là, on vacille un petit peu, parce qu'on n'avait pas mesuré toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le sujet, c'est-à-dire la famille, des motivations plus ou moins claires, les histoires d'héritage, le poids, la lourdeur des soins des personnes en fin de vie qui pèsent sur les familles, et surtout aussi
la difficulté de la personne à s'exprimer quelquefois. Parce que souvent, une personne peut être très claire et dire « moi, je souhaite et je veux, et j'ai conscience et je demande ». Mais quelquefois, ça peut être des non-dits. Elle peut le souhaiter sans oser le dire et se rétracter. Elle peut le dire à travers quelqu'un d'autre qui dit « elle m'a dit que ». Donc, on s'aperçoit à ce moment-là que c'est beaucoup plus trouble qu'on l'imaginait. Et ce qui explique le débat autour de cela. Richard Verly, l'argument de ceux qui s'opposent à l'euthanasie en France, c'est notamment de dire que la France, il y a une alternative, en quelque sorte, c'est les soins palliatifs. Il y a notamment la loi Claes-Leonetti actuelle qui, elle, préconise une sédation profonde et durable jusqu'au décès, et que la France n'investit pas suffisamment dans les soins palliatifs. Alors j'avoue que là, moi je ne pourrais pas juger sur les soins palliatifs. La précision que je voulais apporter, c'est qu'en Suisse, c'est l'aide au suicide. Oui. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui tue une autre personne, c'est qu'on permet à cette autre personne d'avoir les conditions de sa mort entre les mains, à savoir sous forme médicale bien sûr, et c'est encadré par beaucoup d'entretiens préalables. Maintenant, vaut-il mieux se donner la mort ou vaut-il mieux prendre des soins palliatifs pour que la maladie dure et vous accompagne jusqu'à la fin? J'avoue que, comme l'a dit Jean Asfeld, c'est au moment où on est confronté à ce genre de situation qu'on peut répondre. Donc, par définition, il faut qu'en Suisse, la personne soit consciente. Absolument, il faut qu'elle soit consciente, et ça permet aussi d'éviter tous les problèmes évoqués, notamment ce qu'on appelle dans le droit suisse la possibilité d'un suicide égoïste, c'est-à-dire qu'il serait motivé par des motifs d'intérêt, genre héritage, par exemple. Thomas, en France, on estime à 2000 à 4000 euthanasies clandestines. C'est-à-dire ce sont des médecins qui la pratiquent, voilà, parce qu'ils ne supportent plus, voilà, ou les malades non plus. Une loi, à votre avis, va véritablement changer les choses? Est-ce que ça peut changer dans les mentalités? Évidemment. Enfin, c'est évident. C'est comme j'essaye pas de faire le parallèle parce que c'est horrible, mais l'avortement, vous vous souvenez, c'était aussi clandestin et ça a tué beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de dégâts quand c'est clandestin, dégâts psychologiques aussi pour les familles. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'en Grèce, par exemple, où l'euthanasie est complètement interdite, ils ne font pas l'euthanasie, ils ne pratiquent pas l'euthanasie. C'est vraiment, après, c'est un rapport très, très personnel avec son médecin ou avec une infirmière. Mais il va falloir, plus on est transparent, plus ça va être paisible pour tout le monde. Je pense à cette affaire de Lambert, l'affaire Vincent Lambert. Je pense honnêtement que la société française est traumatisée par cette histoire. Et je pense que ça, il faut l'éviter. Par exemple, un extrême cas pareil, il faut vraiment commencer à éviter ces cas-là. Et je pense que c'était l'inverse d'un débat serein, pour le coup, avec des partis, y compris au sein de la famille, qui s'étaient opposés durablement, notamment sous l'œil des médias. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Jean Hatzfeld, vous restez avec nous, bien sûr, parce qu'on vient de parler de sujets graves, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, on va tout de suite en aborder un autre avec David Castello-Lopez. Chaque samedi, il met les pieds dans le plat. Il pose des questions toujours intéressantes, bien sûr, et ce soir, une fois encore, il s'empare d'un enjeu lourd. Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas manger de petit déjeuner? Est-ce que c'est si grave que ça de ne pas manger de petit déjeuner? Quand on dit à ses amis qu'on est au régime, généralement ils se permettent de vous donner un conseil qui est toujours le même. « Ah, j'espère que tu prends un bon petit déjeuner et que tu manges pas trop au dîner, hein ?» Et fondamentalement, on se dit qu'ils doivent avoir raison. L'idée étant, si je mange beaucoup au petit déjeuner, j'aurai toute la journée pour brûler les calories, tandis que si je mange beaucoup au dîner, eh bien je vais dormir après, donc je ne brûlerai rien du tout. Donc si je mange beaucoup au petit déjeuner et pas beaucoup au dîner, je vais maigrir. Oui, c'est logique et pourtant, ce n'est probablement pas vrai. Intéressant. C'est ce qu'a montré la chercheuse américaine Emily Durandard. Emily est spécialiste du comportement alimentaire et en 2014, avec son équipe de l'université de l'Alabama à Birmingham, elle a fait l'expérience suivante. Elle a sélectionné 300 personnes qui avaient déclaré vouloir perdre du poids. On veut perdre du poids. Et elle les a séparées en 3 groupes. Au premier groupe, elle a dit « Vous prenez jamais de petit déjeuner, ok ?» Voilà. Au deuxième groupe, elle a dit « Vous prenez un petit déjeuner tous les jours, ok ?» Et au troisième groupe, elle a dit « Vous continuez à faire ce que vous faites d'habitude, voilà. » 16 semaines plus tard, ces personnes sont revenues au laboratoire et résultat, le fait de prendre un petit déjeuner ou pas n'avait eu aucune influence sur leur perte de poids. Alors vous allez dire, d'accord, mais quand même le petit déjeuner c'est hyper important pour rester en bonne santé, non ? Eh bien ça non plus, ce n'est pas sûr, puisqu'il n'existe pas d'études qui démontrent définitivement les bienfaits du petit déjeuner sur la santé. Il en existe en revanche une qui semble montrer que le fait de prendre un petit déjeuner ou pas n'a aucune influence sur les risques de maladies cardiovasculaires.
Il faudra d'autres études pour confirmer toutes ces données, mais en tout cas, il semble déjà raisonnable d'affirmer que vous pouvez sauter le petit déjeuner sans avoir mauvaise conscience. Intéressant. Merci David Cassel-Lopez. Vous avez vu, hein, Jean Hatzfeld, décidément, 28 minutes samedi, fait avancer la science. C'est aussi notre mission. Bonsoir Marie Bonisso. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous allez donc nous présenter, comme chaque samedi, votre photo de la semaine. Et ce soir, vous nous emmenez en Chine, où les téléspectateurs sont dans le flou. Hein. Oui, alors petite question préliminaire. Est-ce que vous regardez autre chose que la chaîne Arte? Non, pas le temps. Ridicule. Même Quelle pas question. Non. Quelle question mais... Même pas d'émission de télé-réalité. Ah, quoi non. Un peu le foot. Ah, il love. Bon, eh bien, en Chine, il y a plein de programmes de télé-réalité dont le concept est simple, c'est toujours le même. Vous prenez des gens, vous les entraînez à danser, chanter, bouger, suer. Un par un, vous les éliminez grâce au vote du public. Et à la fin, les survivants forment un groupe de musique qui vendra des centaines de milliers de disques. Alors, sauf que pour suivre ces émissions, ces télécrochets sur la télé chinoise en ce moment, eh bien, il faut savoir décrypter les images, car elles sont à moitié floues. Regardez cet extrait de l'émission Shuang 2021. Voilà, on voit presque rien. On peut zapper, mais ça n'est pas beaucoup mieux sur Mango TV, où ce girls band danse, vous le voyez, sur des petits nuages de flou. Quant à Youth With You, énorme programme avec plus d'une centaine de candidats, ben là, la production a carrément dû décaler la diffusion, tellement ils ont dû flouter. Ne touchez pas à votre téléviseur. Hein, voilà, non, tout est normal. Alors, je ne vous l'apprends pas, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Comme disait la grand-mère de Martine Aubry. Oui, c'est ça. Et ce loup, vous le connaissez, le problème, il s'appelle Ouïghour, du nom de cette minorité ethnique musulmane et turcophone qui vit dans le nord-ouest de la Chine, dans la région du Xinjiang, d'où provient 20%, c'est énorme, de la production mondiale de coton. Or, qui ramasse ce coton ? Au moins un demi-million de Ouïghours qui, d'après de très nombreuses enquêtes, seraient réduits au travail forcé. Longtemps, l'Europe n'a rien dit. Mais le mois dernier, des sanctions, le 22 mars, ont été votées à l'encontre de dirigeants chinois par l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis, menés par un Joe Biden offensif, le Canada et la Grande-Bretagne. La réplique en face ne tarde pas. Sur les réseaux sociaux chinois, les patriotes appellent au boycott des marques de vêtements occidentales qui se sont engagées à ne plus se fournir en coton du Xinjiang. Certains Chinois se filment carrément en train de brûler des baskets de marques américaines. Le géant suédois H&M disparaît carrément d'un coup des plateformes de vente en ligne. Impossible aussi de trouver les magasins H&M sur les cartes. Et il ne restait donc plus que la télévision où les marques occidentales sont donc désormais censurées, floutées. Quant au cinéma, voilà ce qu'on y voit en ce moment en Chine. Regardez cette comédie musicale de Wings of Songs, les ailes des chansons, dans un Xinjiang version La La Land idyllique où un Ouïghour, un Kazakh et un Han chantent main dans l'harmonie. Alors, dans cette comédie musicale, rien n'est flouté. La propagande est totale et je vous mets au défi d'y voir un seul bout de coton cueilli sous la contrainte. Merci. Marie Bonisso, pour ce lourd enseignement, décidément, méfiez-vous de ce que vous voyez à la télévision. Sauf sur Arte, bien sûr. Sauf sur Arte, bien entendu. Merci Jean Hatzfeld d'être venu passer. C'est moi qui vous remercie. Ce début de soirée avec nous, on était vraiment ravis de vous accueillir. Il faut lire là où tout se tait, cette contrée de la bonté, cette bonté contrée énorme selon le vers d'Apollinaire. Et écoutez la parole de ces justes au Rwanda. C'est juste que vous avez cette parole que vous avez recueillie donc, dans le cadre de cette longue enquête, l'œuvre d'une vie, j'allais dire, autour du génocide Tutsi au Rwanda. Merci encore Jean Hatzfeld. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, un documentaire historique qui va nous dévoiler la véritable histoire de D'Artagnan. On se retrouve dès lundi à 20h05 et comme toujours, on va se quitter en musique avec Jean Hatzfeld, une chanson qui va vous parler, hein, vos premières amours, on en parlait tout à l'heure, le journalisme sportif. Voici 4 boules de cuir, la chanson de Claude Nougaro consacrée à ce bel art de la boxe. Tchuss. Déesse de pierre, 4 boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, boxe, boxe. Lui le vieux kid marin.